Aujourd'hui, je débarque sur ma chaîne comme une fleur après plusieurs mois de disparition. C'est comme ça, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Mais j'ai une bonne excuse, j'ai tout expliqué dans cette vidéo. Tu trouveras le lien d'ailleurs dans la description si tu l'as pas vu. Une vidéo dans laquelle j'explique le contexte de vie qui est le mien actuellement. Ça a été comme ça toute l'année, je n'ai pas arrêté et je suis extrêmement contente de pouvoir rallumer ma caméra et gentiment revenir sur les réseaux parce que ça me manque beaucoup. Mais voilà, en deux mots, en gros, j'essaye de finir mon diplôme universitaire en sociologie, donc c'est un bachelor. En France, c'est ce qu'on appelle une licence. Au moment où je te parle, j'attends mes résultats d'examen. Normalement, j'ai mes résultats cette semaine et je saurai cette semaine si j'ai réussi. Et t'as réussi, 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 t'as réussi, t'as réussi. Et si j'ai réussi, et bah dès lundi prochain, j'entre en master de communication digitale et journalisme. Je n'arrêterai donc jamais, je n'ai aucune pause, je n'ai pas pris de vacances, mais ce n'est pas grave. Bref, on se concentre. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du diagnostic du trouble de la personnalité borderline. Et j'insiste sur la notion de diagnostic parce que c'est surtout ça en fait qui m'intéresse à aborder dans la vidéo. J'ai été extrêmement réticente à parler de cet aspect-là en fait de ma santé mentale. Alors j'ai parlé d'un tas de choses, j'ai beaucoup parlé de troubles anxieux, de dépression, notamment en 2020 quand je suis tombée massivement malade pendant le début de la période Covid, etc. Donc tout ça je l'ai vlogué, j'ai fait un tas de vidéos là-dessus. J'ai d'ailleurs une playlist entière sur ma chaîne qui ne parle que de mes mental issues. Donc en fait en soi pour moi c'est pas un problème de parler de santé mentale, de tout ce qui touche à la psychologie, la psychiatrie, tout ça. Mais l'aspect borderline spécifique, il me dérangeait pour un tas de raisons différentes et au début je savais pas trop pourquoi et maintenant je pense avoir un peu mieux compris. Une petite mise en contexte s'impose. Donc pour résumer, j'ai à peu près toute ma vie vécu avec des troubles de santé mentale. Ça je le savais pas évidemment au début, j'ai appris ça en grandissant à l'âge adulte, en commençant à aller en thérapie et tout. Mais grosso modo j'ai toujours vécu avec des troubles anxieux sévères et des épisodes dépressifs récurrents avec pensée suicidaire. Là le plus lointain souvenir que j'ai de ce type c'est quand j'avais à peine 12 ans. Je me rappelle avoir déjà eu consciemment des envies de mort explicites, des envies de suicide en fait. Et ça m'est arrivé de manière récurrente pendant ma préadolescence, mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, puisque le dernier épisode de ce genre que j'ai eu, donc le pire de tous, c'était en 2020. D'ailleurs, je l'ai documenté dans plusieurs vlogs que sûrement tu as déjà vu passer si tu suis ma chaîne depuis un moment. Et du coup voilà, ma santé mentale s'est dégradée encore et encore et encore sur les années. Sans aucune prise en charge tout simplement parce que dans ma famille, je sais pas si c'est culturel, si c'est une question d'époque ou quoi, mais il y avait aucune notion qui touche de près ou de loin à la psychiatrie, à la psychologie, tout ça. Enfin, c'est un non-sujet en fait. Et il a fallu que j'atteigne un point de non-retour quand j'ai eu 18 ans pour que ma mère me balance dans une association qui est dirigée pour les auteurs et les victimes de violences en tout genre d'ailleurs. Et c'est là-bas, en arrivant dans cette association, que j'ai commencé une psychothérapie dans laquelle je suis toujours. Ça va faire 7 ans et demi maintenant que je suis suivie d'ailleurs par la même personne au même endroit. Et c'est là-bas que j'ai tout appris. C'est là-bas que j'ai appris ce que c'était la violence, qu'est-ce que c'était être auteur de violence, victime de violence, la gestion des émotions. Bref, voilà, j'ai commencé à faire l'étude de ma propre personne et surtout de mon propre cerveau lorsque je suis arrivée là-bas. 5 ans après être arrivée là-bas, on est en 2020 et je traverse le pire épisode dépressif de toute ma vie, vraiment celui duquel je ne pensais pas me sortir. Et je fais un court séjour en hôpital psychiatrique, j'en ai aussi parlé dans une vidéo de la fameuse playlist sur la santé mentale. Et en fait, pour la première fois, en arrivant à l'hôpital psychiatrique, j'entends le mot borderline. Il y a un des soignants qui me dit mais vous êtes borderline c'est sûr, je sais pas quoi, enfin je sais plus comment il me l'a dit. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait 5 ans que je voyais ma psychothérapeute, ça faisait quelques mois que je commençais à avoir une psychiatre et ni l'une ni l'autre ne m'avait parlé de ce trouble de la personnalité, donc sur le moment j'ai pas du tout pris ça au sérieux. Autant j'avais à peu près rien à dire sur le fait que je souffrais d'un syndrome anxio-dépressif selon les thérapeutes, donc ça je le remettais pas en question, pour moi c'était assez évident que ça collait avec ma réalité. Autant borderline, j'étais là mais d'où À quel moment? Ça fait 5 ans que moi je vais chez une psychothérapeute, ça fait plusieurs mois que je vois ma psychiatre et que je suis sous traitement pour le syndrome anxio-dépressif. De quoi on me parle là? Pourquoi? Enfin, si j'avais un trouble de la personnalité,
entre guillemets aussi grave, parce que pour moi ça résonnait comme quelque chose de grave, on me l'aurait dit, non? Enfin, bon, du coup j'étais un peu sceptique. Je rentre, je vais voir ma psychiatre et je lui parle de ce fameux soignant. Je lui dis voilà, écoutez, on m'a dit que j'étais peut-être borderline, qu'est-ce que vous en pensez? Ce à quoi ma psychiatre répond « Ah oui, je le soupçonnais, effectivement c'est une hypothèse que j'avais quand je vous ai rencontré, mais bon, ça fait que quelques mois que je vous ai dans le cabinet, donc voilà, j'ai pas jugé nécessaire d'en parler tout de suite. » Et j'ai envie de creuser, j'ai envie de lui dire « Mais attendez, pourquoi vous avez pensé ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que... pourquoi vous avez posé cette hypothèse ?» Donc je commence un peu à me demander, genre, qu'est-ce qu'elle a vu de ma personne en quelques mois pour évoquer cette possibilité. Et donc en discutant, en fait, au fur et à mesure, je commence à me dire ouais, c'est pas complètement con. En fait, ça sort pas de nulle part. Si je mets ça en perspective avec ma vie sur le long terme, effectivement, ce diagnostic, potentiellement, il pourrait expliquer un tas de choses. Mais c'est vrai que, voilà, à nouveau, je m'y connaissais pas beaucoup. Pour moi, c'était connoté extrêmement négativement. J'avais peur, en fait. J'attends de voir ma psychothérapeute, donc, qui me connaît à ce moment-là depuis bien 5 ans. Et, bah vas-y, je lui pose la question aussi. Je lui dis, ouais... Voilà, à l'hôpital on m'a dit ça, la psychiatre elle m'a dit ça, vous en pensez quoi? Ça fait 5 ans que vous me suivez, vous pensez qu'ils ont raison ou pas? Parce que pour le coup, si je dois bien écouter une seule personne, ce serait elle, parce que c'est celle qui me connaît depuis le plus longtemps, qui m'a ramassé justement dans les pires épisodes de ma vie, donc elle pour le coup elle était aux premières loges. Et même si c'est pas sa fonction en tant que psychologue de poser des diagnostics, elle peut quand même me parler de ses connaissances, tu vois. Donc je lui pose la question et là elle me dit... avec un ton vraiment très réservé, enfin tu sais, sur la réserve, en mode on prend des pincettes, elle me dit « Alors, je dirais que vous avez une structure de personnalité borderline. » Et là, elle commence à m'expliquer qu'il y a des degrés, que les étiquettes psychiatriques, c'est pas des trucs rigides. Enfin bref, on commence à parler des diagnostics en général. Et en fait, je commence à capter qu'elle est un peu anti-diagnostic, tu sais, genre qu'elle a une réticence avec les diagnostics psychiatriques, qu'elle aime pas trop les étiquettes en général. Et moi, ça commence à me frustrer parce que moi, j'ai l'impression qu'on m'a menti, en fait. Je suis là, mais attends. Ça veut dire que là, toi... la psychiatre, les gens, tout le monde a l'air de savoir de quoi je souffre, sauf moi. Et toi là, ça fait combien d'années que je viens poser mes fesses dans ton cabinet et tu me dis pas qu'est-ce que j'ai? Genre, j'étais un peu dans cet état d'esprit de on est en train de me mentir, il y a un complot autour de moi, c'est quoi cette injustice et tout. Bon bref, Caro révoltée comme elle sait bien le faire, tu connais. C'est n'importe quoi. Je ne tutoie pas ma psychologue. Ok, ça c'est l'émotion qui parle là tout de suite. Donc en fait j'étais juste en colère, j'avais l'impression d'être passée à côté d'une information importante et que les gens me mentaient pour X ou Y raison, enfin bref, ça c'est mon anxiété, n'est-ce pas? Mais grâce à 2 cours que j'ai eu dans le cadre de mes études, donc un cours de sociologie de la médecine et un autre de sociologie du handicap, je me suis intéressée à des choses qui m'ont permis de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui touche la psychiatrie, les diagnostics, etc. De manière générale, en fait, j'ai appris beaucoup de choses sur le validisme, la psychophobie, j'ai appris par exemple ce que c'était le modèle social du handicap, ce genre de choses. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est, je te mettrai une vidéo de Alistair qui a fait sur sa chaîne une vidéo entièrement dédiée à ce que c'est le modèle social du handicap et je trouve que c'est vraiment super intéressant, je t'invite fortement à regarder sa vidéo. Mais du coup voilà, dans ces cours-là, j'ai appris un peu l'histoire occidentale de la médecine, le fait qu'il y avait plusieurs écoles qui existaient par rapport au diagnostic. En fait, au cours de l'histoire, il n'y a pas eu toujours la même approche par rapport au diagnostic. Et ça concerne même les maladies physiques, hein. On n'a pas toujours eu la même manière de poser des diagnostics, de poser les critères, etc. Et aussi, juste, je me suis rendu compte que, comme dans tout, il y a eu une évolution, en fait. La psychiatrie, elle évolue, la médecine, elle évolue. Donc, en fait... faut quand même garder une forme de distance et je pense un certain regard critique sur ça et pas prendre en tout cas en ce qui concerne la psychiatrie, ne pas prendre au pied de la lettre les diagnostics en mode c'est toute mon identité, je ne suis que ça, je ne me vois qu'à travers ce stigma et tout, parce que en tout cas pour moi c'est stigmatisant. À ce sujet, il y a une vidéo super intéressante, de manière générale une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle PsychoQuack, c'est un psychiatre qui fait des vidéos de vulgarisation des sujets de son domaine. Je te mettrai le lien de la vidéo dans la description et justement cette vidéo parle du diagnostic, des pincettes à prendre par rapport à ça, quels sont les pour derrière la pose de diagnostic, quels sont les contre et concrètement qu'est-ce que ça veut dire en fait de poser un diagnostic en psychiatrie. Je pense que même les personnes qui se revendiquent de l'antipsychiatrie et qui sont contre l'institution médicale en général et tout, parce que du coup ça existe, si tu connais pas ce mouvement, je t'invite à aller faire tes recherches, mais je pense que même des personnes qui se revendiquent de l'antipsychiatrie pourraient être intéressées en fait par ce qu'il a à dire.
Je me permets du coup de reprendre un peu ce qu'il a dit dans sa vidéo pour justement t'expliquer les raisons de ma réticence en fait. Déjà, il commence par expliquer que le diagnostic en psychiatrie notamment, c'est une façon de classer la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Il donne l'exemple de... je sais plus quel exemple il donne, mais genre par exemple une tumeur, tu peux faire une biopsie et voir des cellules tumorales concrètement, genre il y a une matérialité en fait qui est entre guillemets indéniable, ça c'est des cellules tumorales donc tu as une tumeur et puis il y a aucun doute là-dessus, alors que les diagnostics en psychiatrie, ben c'est rare en fait qu'on puisse avoir une preuve concrète, visible, matérielle du diagnostic, puisque souvent les diagnostics en fait, en tout cas c'est mon cas et puis c'est le cas d'énormément de personnes je pense, ils sont posés sans pour autant derrière qu'il y ait une recherche médicale, des prélèvements, des analyses du cerveau et tout. Lui il explique que dans les cas des démences, on peut se rapprocher gentiment en fait de cette espèce d'objectivité, mais sinon la grande majorité du temps les diagnostics en psychiatrie ça fonctionne pas sur ça, c'est une grille de lecture, c'est une manière de classer les choses mais pas une définition pure et dure de la réalité. Il donne comme exemple le cercle chromatique, il dit bah c'est comme les couleurs en fait, on peut voir les couleurs comme jaune, rouge, vert, bleu, etc. Ou on peut le voir comme un spectre en fait, un arc-en-ciel avec un tas de nuances, et il dit bah dans la psychiatrie c'est ça, des fois on va te diagnostiquer un trouble qui sera pile entre le jaune et le rouge, mais en fait dans cette zone de jaune et rouge, un tout petit peu plus vers le jaune, il y a un autre trouble qui ressemble beaucoup au tien, puis en fait toutes ces frontières sont poreuses et il n'y a pas de limite rigide, et puis en plus de ça, les diagnostics ils évoluent historiquement, culturellement, c'est-à-dire que bon là maintenant il y a des classifications internationales des diagnostics, des pathologies, des troubles psychiatriques et tout, donc a priori c'est une classification qui est valable pour tous les pays, etc. Mais ça reste quand même des points de vue situés dans le sens qu'il y a un contexte, il y a une période, il y a une société en fait autour de ces normes. Parce que quand on va définir que X chose est pathologique, on va dire c'est pathologique en fonction d'une norme, et la norme elle est fixée, évidemment pas de manière aléatoire, mais elle est fixée aussi avec des critères qui sont décidés par des personnes à un moment donné, dans une époque donnée, dans une culture donnée. Tout ça pour dire que voilà, faut pas avoir ça comme des étiquettes rigides et enfermantes. D'autant plus que derrière la manifestation d'un trouble, d'un mal-être, d'un dysfonctionnement psychique, y a toujours une multitude de causes en fait, notamment des causes sociales, environnementales. Alors je sais pas aujourd'hui comment on enseigne ça en médecine ou en psychologie, j'ose espérer que maintenant c'est plus pris en compte, mais c'est vrai qu'une des reproches qui a été fait à la psychiatrie pendant longtemps, et c'est toujours une reproche qui est faite actuellement, c'est de rendre organique des problèmes qui peuvent être causés par la société en fait. Pour prendre un exemple parlant, la dépression, d'un côté on peut dire ah oui c'est un dysfonctionnement des récepteurs de la sérotonine, c'est un problème factuel dans le cerveau, ça peut être génétique, ça peut être héréditaire, peu importe, mais on peut aussi considérer que si t'es quelqu'un qui a des problèmes financiers, des problèmes de logement, qui vit de la violence au quotidien, qui vit des violences sexuelles, etc., on peut penser que peut-être qu'en fait non, t'es pas juste dépressif à proprement parler, peut-être qu'en fait ce qui te rend mal c'est aussi tes conditions matérielles de vie. D'où l'intérêt de se pencher sur ce que c'est le modèle social du handicap, le modèle social du handicap. Un autre truc qui dit psychoquac sur les diags, qui explique justement ma réticence aussi, c'est qu'un diagnostic c'est stigmatisant la plupart du temps. On n'a pas envie, en tout cas moi j'avais pas envie spécialement d'avoir un diagnostic qui me colle sur le front, telle pathologie, tel trouble, tel truc, et c'est vrai que dans le monde de la vie de tous les jours, les gens ils ont peur en fait des étiquettes psychiatriques. Ils ont plein d'idées préconçues. Moi la première, quand on m'a dit borderline, j'étais là mais quoi? Et genre j'avais plein de... forcément on vit dans un monde psychophobe, validiste, tout ce que tu veux, ouais. Tout de suite moi je me suis dit non, moi je suis pas borderline, moi je suis pas comme ces gens, c'est pas possible et tout. Et ça m'a pris du temps en fait à me renseigner, à savoir qu'est-ce que ça voulait dire, à me positionner aussi, à me dire bon, ok les médecins disent quelque chose, est-ce que moi je suis quand même la personne qui me connaît le mieux sur cette terre, je suis quand même celle qui sait le mieux ce qui s'est passé dans ma vie et ce que je ressens, est-ce que moi je suis d'accord avec les critères présents? La réponse dans mon cas très spécifique est oui, j'y viendrai après en fin de vidéo, mais voilà, tout ça pour dire que le stigma, effectivement c'est compliqué parce que en fait, symboliquement, c'est porteur d'un tas de choses. En fait,
qu'on nous pose un diagnostic. D'où le fait que certains thérapeutes, certains médecins ne veulent pas poser des diagnostics parce que justement ils veulent pas que ce soit stigmatisant pour le patient. D'où le fait que certains patients refusent catégoriquement de recevoir des diagnostics, ce qui existe aussi. Mais d'un côté, on va voir plus tard que en fait le diagnostic ça peut aussi être utile. En tout cas dans mon cas ça l'a été. Il explique que le diagnostic est très souvent stigmatisant, mais aussi peut avoir une dimension performative. La performativité, c'est que en fait ça veut dire que quand tu énonces quelque chose, le simple fait de l'énoncer, ça va avoir une action dans le réel. Il y a des personnes qui peuvent recevoir un certain diagnostic qui n'est pas forcément juste ou qui n'est pas fidèle à ce qu'ils sont en train de vivre, mais le simple fait qu'un médecin ait dit « je suis ça », bah ça va faire qu'ils vont s'enfermer dans cette identité entre guillemets et se focaliser sur certains traits, certaines caractéristiques de leur personnalité, certains comportements qui vont dans le sens du diagnostic et peut-être sur le long terme passer à côté d'éléments importants qui pourraient juste être plus fidèles à ce que la personne vit. Ça arrive à plein de gens hein, d'avoir des diagnostics qui en fait avec le temps ont changé. Moi je connais un nombre incalculable de personnes à qui on a dit t'es bipolaire, non en fait, t'es borderline, non en fait, t'as un problème de ci, non en fait. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent et du coup pour éviter qu'il y ait une dimension performative, bah il y a certains médecins, certains soignants qui vont décider de... Enfin qui vont éviter le plus possible de poser des diagnostics. Je pense que c'est le cas de ma thérapeute, ma psychologue. Je crois qu'elle avait peur en me disant dès le départ, vous avez une structure de personnalité borderline, que du coup moi je ne vois ma vie que à travers ça et que j'arrive pas en fait à le mettre en perspective avec le reste. Ce qui m'amène au point suivant, dont parle du coup PsychoQuack dans sa vidéo, c'est que le diagnostic est une simplification de la réalité. Le diagnostic n'est pas la réalité, c'est une manière de la lire, c'est une manière de la simplifier, c'est utile pour la communication, c'est utile pour la construction identitaire, mais ça ne fait pas tout. Parce que moi, ok, je suis peut-être borderline, mais j'ai aussi un milliard d'autres choses qui font ma personne et qui fait que je suis qui je suis. Et qui fait que bah, si tu prends tous les borderlines de Genève, il n'y en aura aucun qui se ressemblera à 100%. On aura un tas de points communs, d'où l'utilité d'avoir des étiquettes pour comprendre quel est notre problème en commun et comment on pourrait le résoudre avec des outils similaires. Mais ça ne doit pas résumer la vie d'une personne. Après, bah, libre à toi, si t'as envie d'en faire ton identité complète, bah t'as le droit. Enfin, je suis pas en train de dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais moi, personnellement, j'étais réticente parce que justement, je voulais pas que toute ma personne se résume à ce trouble, en fait. Après, on peut pas nier que, oui, c'est super utile pour sortir de l'isolement, d'avoir ce genre de terme, dans le sens où, bah, quand t'as l'impression que personne te comprend, quand t'es seule dans ta souffrance psychique, quand tu t'isoles, etc., et que tout d'un coup, tu te dis oh, il y a un mot qui permet de me définir et il y a d'autres gens qui se définissent avec ce mot, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont comprendre exactement, ou en tout cas grandement, ce que je vis, sortir de l'isolement, s'échanger des ressources et juste s'entraider en fait. Donc oui, ça peut être super utile aussi d'avoir ça. Et moi-même, parfois, j'ai ressenti le besoin de taper sur internet des trucs sur les borderlines, de demander même sur Instagram aux borderlines qui me suivaient, de répondre à une certaine question, ce genre de trucs. Donc oui, ça peut être utile pour la communication, ça peut être utile pour ne pas être seul, et ça peut être utile juste pour aussi se comprendre soi. Parce que là, si on résume grosso modo la vidéo de PsychoQuack, il y a des pour et il y a des contre à poser des diagnostics psychiatriques. Les contre, on les a vus, ça peut être stigmatisant, ça peut freiner en fait, et ça peut compliquer la relation entre les thérapeutes et les patients, qui vont être chargés de connotations négatives à propos de certaines choses ou qui vont juste passer à côté d'éléments importants sous prétexte qu'il y a un diagnostic. Et justement, bah, le problème c'est que le diagnostic, souvent ça peut surplomber toutes les autres causes d'un mal-être d'une personne, parce qu'on va se dire ah c'est bon, il y a un diagnostic, ça explique tout, alors que pas du tout, c'est pas forcément le cas, c'est même d'ailleurs jamais le cas. Il y a souvent le diagnostic et un tas d'autres raisons pour expliquer la condition d'une personne. Mais il y a aussi des pour, et c'est là où je voulais en venir, parce que pour moi finalement j'ai trouvé des points positifs à ce diagnostic. Déjà de 1, c'est déculpabilisant pour le patient, parce que moi franchement quand j'ai fini par comprendre ce que c'était que le trouble borderline, que je me suis renseignée et tout, j'ai commencé à être un peu plus douce avec moi-même et à être moins tyrannique. Ça permet aussi de mieux communiquer, parce que du coup, quand t'es face à quelqu'un et que t'as besoin d'expliquer certaines choses de ta vie, bah parfois ça va plus vite de juste dire « Ah oui, j'ai un trouble de la personnalité borderline, du coup ceci explique cela », que de commencer à rentrer dans le détail des tréfonds, des méandres, de la complexité de ton existence médiocre. Ah non, j'estime pas avoir une existence médiocre, mais bon, t'as capté. Et surtout, le diagnostic, c'est utile pour les médecins, les soignants, etc., qui ont un genre de protocole à suivre, genre en mode ah, tel trouble égale telle prise en charge. C'est pas toujours comme ça, d'ailleurs souvent on va toujours, en tout cas d'après PsychoQuack, on va toujours adapter
la prise en charge à la complexité de la personne, à ses besoins, etc. Donc c'est pas genre t'as un mal de tête, tu prends un antidouleur, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des associations, genre les troubles de la personnalité, on va pas les prendre en charge de la même manière que les troubles de l'humeur, qu'on ne va pas prendre en charge de la même manière que les troubles cognitifs, qu'on ne va pas prendre en charge de la même manière que les traumatismes, qu'on ne va... Bon bref, t'as capté. Donc voilà pour la vidéo de PsychoQuack, moi elle m'avait beaucoup aidé, ça m'avait permis un peu de m'apaiser là-dessus et de mieux comprendre les choses avec plus de recul. Et le moment où vraiment j'ai fini par accepter le diagnostic et à le prendre en compte comme étant quelque chose d'utile dans mon quotidien, c'est quand j'ai commencé à me renseigner et j'ai commencé à voir que effectivement ça m'aidait à comprendre mon fonctionnement au quotidien. Dans le sens où avant j'étais dépassée par mes comportements, mes raisonnements, ma manière d'être. Et la première réaction que j'avais, c'était de m'énerver contre moi-même, c'était de me détester, c'était de m'auto-flageller tout le temps. Et j'étais constamment dans... Ouais, je me sentais toujours dépassée, toujours désespérée face à mon propre fonctionnement. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le trouble borderline à proprement parler, avec un regard plus froid, sans parler de moi, sans parler de ce que je faisais pas, de mes conneries et tout, non, non, non. Juste, je me suis renseignée sur le trouble en tant que tel. Ok, il y a tel symptôme, il y a tel symptôme, il y a tel... d'accord. Bah, à partir de là, quand j'ai commencé à connaître bien les symptômes, et bah, dans le quotidien, j'ai réussi à me rendre compte que... ah, ça c'est sûrement ce symptôme. Du coup, à ne pas me faire de mal en pensant que j'étais une merde, mais juste à me dire, c'est bien la manifestation de ce fameux trouble. D'accord, je comprends mieux. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de quête de soi où tu commences à comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes. Et... avec le temps, du coup, parce que du coup maintenant ça fait 2 ans, ben je suis obligée de constater que depuis qu'on m'a posé ce diagnostic et depuis que je me suis intéressée aux critères de ce diagnostic, et ben c'est vrai que maintenant je me gère beaucoup mieux. C'est vrai que maintenant j'arrive à beaucoup mieux reconnaître certains traits de caractère que j'ai qui me font souffrir et en fait maintenant je sais mieux les aborder parce que du coup qui dit problème connu dit solution connue entre guillemets, sauf que la particularité des troubles de la personnalité, c'est que c'est pas un truc qui se soigne à proprement parler. Grosso modo, ce que j'ai compris, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a expliqué, c'est que les troubles de la personnalité, ils se créent assez tôt dans la vie d'une personne, en tout cas, je pense... Je sais même pas si on peut dire dans l'enfance, mais je pense que oui. En tout cas, ça se crée très tôt. Et moi, ce qui m'avait parlé, c'était l'image de la maison avec une charpente un peu tordue. Parce que la personnalité, concrètement, elle commence à se construire à un certain âge et elle va avoir une forme d'inertie. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est construite, elle va pas être figée, parce qu'on n'est pas des êtres figés, on n'est pas des putains de cailloux, on évolue quand même, mais il y a un genre de noyau dur qui reste plus ou moins stable tout au long de la vie, évidemment qui évolue constamment, mais voilà, qui tourne à peu près autour des mêmes fondations. Donc moi, l'image de la maison avec des fondations, une charpente un peu tordue, ça m'avait parlé parce qu'en gros on m'a dit mais c'est comme si votre maison elle avait été construite avec des fondations cheloues, et il y avait eu les murs, et on a fait les pièces, et on a tout meublé, et vous devez apprendre à vous déplacer dans une maison qui est tordue. Alors que tout le monde se déplace, enfin tout le monde, la majorité des gens se déplacent dans des maisons standards, mais votre maison à vous, les maisons des borderline, elles sont un petit peu tordues. Et en fait, on peut pas casser la maison, péter la charpente et tout refaire, parce que la personnalité d'un être humain, bah ça fonctionne pas comme ça. La personnalité, elle va rester comme elle est. Il faut juste apprendre à se déplacer dans la maison, à meubler comme il faut la maison, etc. Et pour ce faire, il faut apprendre à connaître la forme de la maison. Une autre image qui m'avait beaucoup parlé, c'était la tour de contrôle. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais en gros, une de mes thérapeutes m'a dit c'est comme c'est vos traits de personnalité qui vous font souffrir. Parce que vous avez une personnalité avec certaines caractéristiques, et ce sont ces caractéristiques et la mauvaise gestion de ces caractéristiques qui vous font du mal. Le but, c'est pas d'éradiquer ma personnalité et ma manière de réagir et les traits de caractère que j'ai. Le but, c'est d'apprendre à les gérer, comme une tour de contrôle qui partirait complètement en couille, dans laquelle on rentre et il faut juste qu'on apprenne à gérer les boutons, les curseurs, les manettes, etc. On n'est pas en train de dire qu'il faut péter la tour de contrôle, on est en train de dire qu'il faut arriver dans le chaos et apprendre gentiment à gérer chaque petit élément de la tour de contrôle jusqu'à ce que tout s'apaise, en gros. Et donc c'est comme ça, moi, que j'ai fini par vraiment progresser et me sentir beaucoup mieux, parce que du coup maintenant je peux le dire, je me sens beaucoup mieux. Je suis cependant toujours sous traitement, parce que depuis le mois de décembre dernier,
J'ai eu à nouveau un genre de rechute bizarre, mais bref, ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo parce que là ça fait un petit moment que je parle quand même. Je suis à nouveau sous traitement, je prends actuellement ce qu'on appelle de la quétiapine, donc je ne suis plus sous antidépresseur, je ne prends plus d'anxiolytique, je prends un antipsychotique à très petit dosage pour traiter l'anxiété qui est toujours présente en moi, mais aussi, alors j'ai regardé sur Wikipédia, donc bon, mais j'ai vu que le traitement que je prends, il est souvent administré aux gens borderline. Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment je prends ce traitement, ça me fait être... Enfin, ça me maintient dans un état plutôt stable, je me sens plutôt bien. J'ai pas l'impression que c'est un traitement très très lourd. En tout cas, je me rends bien compte que là, tout de suite, je peux toujours pas m'en passer. Quand j'ai débarqué chez ma psychiatre, je pensais que ça durerait genre 1 mois ou 2, et en fait, bah là, on est au mois de septembre et je le prends toujours. Voilà, ça me frustre, mais voilà, il faut accepter que bah, si j'en ai besoin et c'est pas grave quoi. Voilà pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, moi je voulais surtout parler du diagnostic, pas trop parler du trouble en lui-même parce que je pense avoir déjà beaucoup détaillé en fait mes symptômes dans énormément de mes vidéos. Peut-être que je peux faire une vidéo dédiée entièrement à comment je vis avec ce trouble aujourd'hui, comment je reconnais quand j'ai des traits qui ressurgissent ou pas, quelles sont les choses que j'ai mis en place pour apprendre à vivre avec au quotidien. D'ailleurs, si toi t'as été diagnostiqué avec le même trouble, bah parle-moi de ton expérience, dis-moi ce que t'en sais, ça m'intéresse, j'ai bien envie d'entendre ce que t'as à dire à ce sujet. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de rallumer ma caméra, j'espère que j'aurai le temps, l'envie et l'énergie de reprendre gentiment un rythme. Je pense pas que je vais faire des vidéos chaque semaine parce que dans une semaine, a priori, j'entre en master de communication digitale et journalisme, je ne m'arrête jamais, au bout d'un moment il va falloir se calmer. Effectivement, mais voilà, j'ai quand même envie de refaire mes petites vidéos, ça m'avait grave manqué. On se retrouve du coup dans une prochaine, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous.